Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on espère que vous profitez autant des playoffs NBA que nous. Comme Antoine vous le disait ce matin, on a attendu d'habitude, vous savez qu'on fait notre grand podcast thématique le lundi. On a décidé de le décaler au mardi cette semaine parce qu'il y a eu la blessure de Damian Lillard. On attendait d'avoir la confirmation de la gravité de cette blessure. La confirmation est bel et bien tombée. C'est malheureusement une rupture du tendon d'Achille, probablement l'une des blessures les pires en ce qui concerne le basket maintenant, voilà, desquels on met le plus longtemps à revenir. Damian Lillard a 34 ans, c'est un arrière de petite taille qui avait déjà un petit peu perdu de vitesse. Je pense que c'est pas honteux de le dire. On peut même dire 35. Hein. Normalement, il ne rejouera pas au basket avant d'avoir fêté. Il aura fêté ses 36 ans au moment où il rejouera au basket théoriquement. Il est né en juillet. Je me permets de rajouter ça. Donc c'est pas juste 34, c'est potentiellement 36 au moment où il rejoue, quoi. Ouais, donc voilà, en tout cas, blessure dramatique. Pour Damian Lillard, on va pouvoir y revenir, mais qui met finalement, je pense, ou du moins c'est le sentiment qu'on a, Milwaukee dos au mur, quoi qu'il arrive, il reste un match, j'exagère, peut-être que Milwaukee a gagné le prochain, je ne veux pas leur porter l'œil. En tout cas, ils sont dans une situation très délicate dans leur série premier tour face aux Pacers, et ils vont devoir, dans tous les cas, avoir des décisions à prendre cet été, et c'est là-dessus qu'on a voulu se pencher tous les trois. Avant qu'on passe peut-être au sujet principal, un mot sur Damian Lillard. Antoine, je vais te passer la parole, mais je pense que c'est un joueur que globalement on apprécie tous les trois. Je pense que c'est un joueur qui est globalement apprécié, que ça soit dans la ligue, que ça soit par les fans à travers le monde, avec ses défauts comme tous les joueurs, mais avec des qualités un peu extraordinaires quand même, et cette espèce d'histoire de Cendrillon de joueurs draftés finalement pas si haut, en provenance d'un tout petit programme, et qui a réussi saison après saison à se frayer un chemin pour devenir l'un des meilleurs deuxième arrière de sa génération, sans doute l'un des meilleurs shooters de sa génération à coup sûr, voire peut-être même au-delà, un joueur clutch. Antoine, je pense à toi parce qu'on sait que tu es dans la rédaction l'un de ceux qui étaient le plus fan, qui ont un attachement particulier à cette franchise de Portland, dont il a été la star pendant des années. Qu'est-ce que ça t'évoque tout simplement, cette blessure de Damian Lillard ? Bah, ça me rend triste parce que j'ai aussi un gros fan de Damian Lillard, pour le coup, joueur à la personnalité, au style de jeu, au charisme, qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment marqué. Et j'ai peur que ce soit la fin. D'ailleurs, j'ai vu qu'à Portland, ça avait entraîné aussi une vague de tristesse, sa blessure, alors que les Blazers sont plus concernés aujourd'hui. Je veux dire, il est parti, il a demandé à partir, ce qu'on pouvait comprendre d'ailleurs. Et les gens sont tristes de voir cette fin parce que tu te dis que c'est peut-être sa fin de carrière en fait. Je pense que c'est ce qui est sûr, c'est que Damian Lillard, ce qui est sûr, non, c'est jamais sûr, mais selon moi, on ne reverra pas Damian Lillard avoir un énorme impact sur une équipe comme il a pu le faire tout au long de sa carrière. Et ces saisons à Milwaukee, c'est cruel parce qu'il est parti de Portland pour pouvoir jouer le titre, ce que Portland ne pouvait lui offrir. Et au final, il n'aura jamais été en mesure de le faire à Milwaukee. Et tu te dis, quand tu vois tout ça, est-ce que c'était pas mieux finalement de juste terminer à Portland en légende absolue des Blazers ? Alors, c'est toujours facile à dire avec le recul. Hein. Les événements, on ne pouvait pas prédire la suite des événements. Mais voilà, ça me rend triste. Ça me rend triste pour lui de voir une fin sur une blessure comme ça. Si ça doit être la fin, alors moi, ça m'embête un peu. J'ai pas envie de faire sa nécrologie. On n'en est pas là. Il y a même une petite chance que, vu son mental et tout, on le revoit quand même dans une équipe, même si ce sera pas. Il va revenir. Voilà, il va revenir. Peut-être que il fera un projet où il aura un rôle mineur. C'est pas exclu qu'il gagne une bague, hein, on ne sait pas. Moi, je pense dans tous les cas, il est arrangé dans la catégorie des perdants magnifiques un peu, parce que il a fait des choses exceptionnelles avec Portland. Il a été en finale de conférence. C'est pas donné à tout le monde d'emmener une équipe, son équipe en plus. C'est-à-dire qu'il y a ce côté old school.
Il a emmené son équipe sans autre méga superstar avec lui. Il est resté fidèle longtemps. L'histoire que tu évoquais de Théo, c'est un outsider. Personne ne misait vraiment sur lui. C'est un joueur magnifique qui a procuré beaucoup d'émotions. Les game winners pour finir des séries, il en a 2 dans sa carrière. C'est pas ça aussi. C'est-à-dire, les souvenirs, c'est important. La manière dont il aura marqué les gens, si ça doit s'arrêter là, la manière dont il a marqué les gens, elle est exceptionnelle et personne va oublier Damian Lillard. Et c'est évidemment triste. Enfin, l'image, tu es devant le match et tu le vois par terre, assis. Il a compris. Tout le monde avait compris d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de contact. Tout le monde a senti qu'il y avait un truc grave. Ça m'attriste beaucoup et c'est l'histoire de sa carrière. Je pense il fait partie des génies comme ça qui n'ont pas eu probablement le bonheur de gagner quand ils ont été en situation la plus favorable. Mais j'espère qu'on va le revoir quand même. J'espère qu'on va le revoir et ce sera l'un des meilleurs beautiful losers qu'il y a eu, je pense, dans l'histoire si ça doit en rester là. Ouais, je pense aussi qu'on le reverra certainement sur un terrain. Par contre, j'ai le sentiment que cette blessure, elle valide le fait que c'est le volet qui se referme sur son prime à coup sûr, parce qu'en fait il est à un âge où tu dis peut-être il lui reste encore une saison proche de son, alors pas dans son prime mais pas loin. Là je pense malheureusement que ça referme ce chapitre là. Ce qui est un peu triste aussi, c'est que certes il a voulu partir de Portland mais il n'avait pas choisi Milwaukee. Il s'est retrouvé à Milwaukee. J'ai le sentiment que malgré tout, il a essayé de faire en sorte que ça marche du mieux possible. Là encore, il se blesse en ayant choisi de revenir d'une blessure, d'une condition quand même qui est pas anodine. Hein. Thrombose, c'est pas simple. Il a essayé de revenir vite, trop vite certainement. Et voilà, je trouve ça vraiment moche pour Damian Lillard qui méritait certainement de pouvoir envisager une fin de carrière sous de meilleurs auspices, on va dire ça comme ça. Et effectivement, je partage ton avis, Antoine, sur le fait qu'en étant, est-ce qu'il n'aurait pas dû rester à Portland. J'ai l'impression que c'est dur parfois pour ces joueurs-là où si tu pars pas au bon moment, derrière, c'est trop tard. Et ça peut vraiment ternir un petit peu l'image qu'on garde de toi. J'en parlais avec Pierre Armand récemment, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Russell Westbrook finalement, où tu pars d'une équipe et puis tu te retrouves à rebondir d'une équipe à l'autre, à te faire trader. Et finalement, on a un petit peu tendance à oublier l'impact que tu as pu avoir quand tu étais au sommet du sommet. Même un autre joueur comme Dwight Howard, qui pourrait être un petit peu dans la même catégorie. Alors certes, il a fini par gagner une bague, mais ça n'a pas suffi à redorer son blason suffisamment pour qu'on considère par exemple comme l'un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Donc vraiment dur pour Damian Lillard. J'espère surtout qu'il va garder le moral parce qu'on sait que c'était pas simple pour lui depuis son arrivée à Milwaukee aussi. Point de vue personnel, sa vie familiale, etc. C'était dur. Et j'espère qu'on le retrouvera sur le terrain et j'espère qu'il aura l'opportunité de finir sa carrière comme il le souhaitera. Alors, ça ne veut pas forcément dire par un titre, mais en tout cas, de laisser sur le terrain, que les dernières images qu'on gardera de lui sur le terrain soient à l'image du joueur qu'il a été. Ce serait beau à Portland avec une équipe qui aurait progressé dans un an. Bon, je me projette un peu, mais moi j'aime bien voir les gens finir là où ils ont commencé à briller. Après, le general manager est toujours le même, mais c'était pas l'amour fou. Donc bref, je me projette pour rien. Alors on va venir peut-être au centre du sujet, c'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui Milwaukee. Un avenir qui est ultra sombre parce que, comme tu le disais, Antoine, Damian Lillard, sa blessure, c'est pas simplement tu dis bon, bah, de toute façon, on le retrouve l'an prochain, c'est que tu sais que déjà l'an prochain, c'est mort, quasiment. Que même quand il va revenir, on a vu à part Kevin Durant, il n'y a aucun joueur qui est revenu rapidement d'une blessure telle que celle-ci, d'une blessure aussi sévère. Donc, en fait, ton objectif de gagner le titre à court terme, vu la situation des choix de draft qu'ils n'ont plus, vu l'effectif qui compte pas mal de free agents aussi, et pas d'autres stars que Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée et qu'il n'y aura pas d'autre choix, mais vous allez me donner votre avis, que de faire un trade, de faire ou des trades dès cet été. Et je vais vous lancer comme ça. Moi, je pense que la meilleure solution pour Milwaukee et pour probablement Giannis Antetokounmpo, c'est de faire un trade de Giannis Antetokounmpo dès cet été. C'est lui qui a les cartes en main, là, parce que moi aussi, je suis comme toi, je vois, c'est une impasse totale, parce que Giannis tout seul ou avec l'essentiel du groupe actuel, sans Damian Lillard, déjà avec Damian Lillard, c'était compliqué. Il y avait des soucis
dans la composition de ce groupe, dans les événements sur lesquels on pourra revenir depuis plusieurs mois, voire depuis le titre. C'est-à-dire quel sera l'intérêt d'Yanis de rester, enfin de demander de vouloir rester coûte que coûte si l'effectif est moins fort et même presque moins compétitif qu'il ne l'était là. Et quel intérêt pour les Bucks de garder une superstar, certes le meilleur joueur qu'ils ont eu depuis Karim Abdul-Jabbar, de le garder sans qu'il y ait de la compétitivité derrière. Et puis le jour où il pourra partir libre, il partira libre. C'est peut-être le moment de capitaliser, de se dire bon, bah, perdu pour perdu, maintenant on va essayer de récupérer le plus de choses possible pour rebondir à l'avenir, quitte à ce qu'il y ait une situation très compliquée dans un premier temps, mais au moins un paquet de tours de draft, des joueurs capables de relancer un peu la franchise petit à petit. Ça va être du boulot, ça va pas être simple aussi, parce que Yanis, s'il demande à partir, ce qui n'est pas encore le cas, hein, évidemment, on suppute, hein, ils sont toujours pas éliminés à l'heure qu'il est, mais c'est quand même un scénario qui est probable. Yanis va vouloir aussi choisir là où il va pas accepter d'être tradé n'importe où. Oui, moi ça me semble être ce qu'il y a de plus logique, parce que en l'état actuel, je vois pas de chemin pour que Milwaukee reconstruise une équipe compétitive autour de Yanis, avec les éléments qu'il y a là. Je veux dire, la valeur de plein de joueurs actuellement là dans l'effectif, elle est proche de 0. Enfin, j'exagère à peine, mais Brook Lopez a montré malheureusement qu'il était assez cramé. Kyle Kuzma, n'en parlons pas, la valeur a beaucoup chuté. Il reste des Bobby Portis et des gars comme ça. C'est pas mal, mais tu peux pas construire une équipe pour aller pour apporter à Yanis ce qu'il veut, en tout cas. Et on se souvient qu'il avait mis un coup de pression, justement, qui a débouché sur la reconstruction de l'équipe, sur l'arrivée de Lillard, le départ de Jrue Holiday, un peu plus tard, le départ de Middleton aussi. Je suis d'accord avec toi, Théo. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est peut-être dans l'intérêt de tout le monde, même si je suis le premier à adorer quand des joueurs passent toute leur carrière dans une équipe. Et si Yanis, demain, il dit « Non, j'ai changé d'avis, ça me va très bien, je vais rester là jusqu'au bout. Peut-être que dans 1 an ou 2, on aura réussi à inverser la tendance. » Je serais ravi. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je vais aller dans la même direction que vous, mais en étant plus nuancé. Moi, je ne pense pas que c'est la seule solution. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'autre solution, que tu sois obligé de faire un trade. Par contre, je pense que c'est la meilleure solution. Pourquoi je dis que tu n'es pas obligé? C'est qu'aujourd'hui, Yanis, il est quand même sous contrat pendant longtemps, jusqu'en 2028. Donc, tu as théoriquement le temps de voir venir. Et tu as un effectif qui est quasiment tout le monde est agent libre. Donc, en fait, cet été, si tu veux, tu peux reformuler ton effectif. Maintenant, avec Lillard qui prend 57 millions sous le cap, tu n'as pas non plus une masse incroyable pour recruter, donc tu ne vas pas faire venir les meilleurs free agents. En tout cas, tu ne pourras pas en signer plein. Tu vas devoir signer des gens au minimum. Il va falloir être intelligent, il va falloir être attractif. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est attractive, cette équipe, avec Doc Rivers, avec 3 éliminations bientôt de suite au premier tour des playoffs? Oui, il y a un joueur extraordinaire en la personne de Yanis, mais je ne pense pas que ce soit une équipe très attractive. Donc, même si tu as de quoi réinventer l'effectif, je pense que tu n'auras pas non plus la marge nécessaire pour créer une équipe candidate au titre. Je dirais que dans le meilleur des cas, tu peux créer une équipe l'an prochain qui est moins dysfonctionnelle. Allez, un peu plus cohérente, mais pas une équipe qui va qui va rivaliser avec les meilleures équipes de l'Est, j'y crois pas. Les Bucks auront peut-être aussi une exception d'un montant incroyable pour faire un trade, vu que Damian Lillard jouera peut-être pas toute la saison, ils auront peut-être le droit à des exceptions pour faire des trades, etc. Mais comme tu l'as dit, Shai, il n'y a aucun joueur de l'effectif qui a de la valeur de toute façon. De toute façon, il n'y en a presque plus. L'an prochain, sous contrat, il y a Yanis, Lillard et des jeunes. Et quelques jeunes qui servent à rien. Tout le reste est free agent. Même Bobby Portis, il peut partir. Il a une option. Kevin Porter a une option. Brook Lopez est libre. Donc, de toute façon, ces gars-là, ils ne peuvent pas les trader. Donc, ouais, c'est soit tu reconstruis par la free agency, mais voilà, je me répète, tu ne feras pas un candidat au titre. Et c'est là, à partir de là, où j'en viens à peu près à la même conclusion que vous. C'est peut-être, malheureusement, la meilleure solution de se dire, bon, bah, il y a la draft de il y a Cooper Flag qui arrive. Est-ce qu'on va, tu vois, il y a des équipes qui sont à la recherche d'une superstar. On a l'un des 2 meilleurs joueurs du monde dans notre effectif. Est-ce qu'on va pas chercher le package le plus impressionnant de toute l'histoire de la NBA en faisant son trade? Donc voilà, j'arrive à peu près à la même conclusion que vous. Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Et je pense que quelque part, c'est ce qu'il y a de mieux pour Yanis aussi, en fait. Aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, c'est du talent gâché d'être là. Moi, je pense que c'est le mieux pour Yanis, clairement. Et honnêtement, moi, pour Milwaukee, je vois pas d'autres moyens de se reconstruire.
Et je vais aller au-delà de ce que tu disais, Shai. Giannis n'a pas besoin de demander son trade, en fait. Il n'a pas besoin de le demander. Je pense que pour le coup, Milwaukee en position de force, parce qu'effectivement, Giannis, il est en contrat jusqu'en 2028, sachant que la saison 2027-2028, il a une option qui est de son côté. Donc jusqu'en 2027, Milwaukee peut choisir vraiment de le trader où ils veulent, s'il le désire. Simplement, voilà. C'est le meilleur joueur de leur histoire, avec Kareem Abdul-Jabbar. Ils ont fait un coup incroyable en draftant ce joueur. On peut pas leur enlever. Il a été irréprochable tant qu'il a été là. Ils ont gagné un titre, ce qui est extrêmement dur à faire. C'était un beau partenariat en fait. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se séparer sans que ça soit dans les larmes, dans les larmes de tristesse, mais sans que ça soit conflictuel, en se disant, vu comment fonctionne la NBA, de toute façon, on arrive dans un mur parce qu'on ne pourra plus gagner le titre avec toi. Pour des raisons contractuelles, parce qu'on n'a plus nos choix de draft. On ne fera jamais venir suffisamment de free agent parce qu'il faudrait que l'équipe soit plus forte pour qu'on puisse arriver à convaincre un free agent de venir vraiment à Milwaukee pour gagner le titre. Moi, je pense sincèrement que c'est la seule solution et que la cote, finalement, la valeur de Giannis, elle sera plus jamais aussi grande que maintenant. Il a 30 ans. C'est, comme tu l'as dit, Antoine, l'un des 3, 4, comme on veut, meilleurs joueurs du monde. Sa cote, elle est au top. Il n'y a pas de raison de penser qu'il va baisser de niveau dans les 3-4 saisons qui viennent, sauf blessure, mais impossible à prévoir. Je pense que c'est vraiment le moment ou jamais pour Milwaukee de passer à l'action. Et il y a un certain nombre de situations, de destinations sur lesquelles on pourra revenir, qui, je pense, peuvent être être à l'avantage de Giannis comme des Bucks. C'est ça qui est assez intéressant. Et voilà, c'est la vie en NBA en fait. C'est la vie dans le sport professionnel. Ils ont tout tenté. Le trade pour Damian Lillard, on peut aujourd'hui faire le constat que ça n'a pas marché, mais c'est un trade qui avait du sens. On pourrait y revenir. Est-ce que c'était ce qui avait le plus de sens ou pas? Est-ce qu'ils ont tradé leur âme ou pas? C'est quand même à ça que ça revient, le sport de très haut niveau. Ça revient à des coups, à des paris. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Personne n'aurait pu prévoir que le fait de faire venir Rachid Wallace à Détroit leur permettrait de gagner un titre et de dominer la conférence Est pendant autant d'années avec toutes les finales de conférence. Là, ça n'a pas marché pour Damian Lillard. C'est la vie. Maintenant, il faut avancer. Et je pense que, à l'inverse d'autres franchises qui se sont retrouvées dans la même situation, Milwaukee a vraiment les cartes pour pouvoir, repartir d'une certaine manière à condition de les jouer cet été. Et c'est pour ça que le fait qu'ils aient tenté ces choses-là, oui, avec le recul, même en se replongeant à l'époque, évidemment, tu te dis, tu fais venir Damian Lillard, un des meilleurs shooters de tous les temps, autour de Giannis Antetokounmpo, ça paraît, quitte à perdre Jrue Holiday. Ce que je voulais dire, c'est que Giannis était OK avec ça et qu'il n'a pas subi les événements. Je pense que s'il avait vraiment voulu leur dire non, on garde l'équipe jusqu'au bout, on a été champion avec ça, s'il avait voulu à tout prix que Jrue Holiday soit pas tradé, s'il avait voulu à tout prix que Chris Middleton reste là juste pour la culture, s'il avait voulu que Doc Rivers soit pas le coach, qu'il n'ait pas 50 contrats, il avait son mot à dire. Et les décisions, certaines sont, le fait de faire venir Damian Lillard, ça peut sembler logique, mais c'est juste dommage. J'ai toujours l'impression, je sais pas de quelle manière, mais qu'il y avait peut-être un scénario pour faire en sorte qu'il reste toute sa carrière à Milwaukee. Bon, il y a eu un manque de réussite sur certains trucs, des choix un peu. Puis la blessure de Chris Middleton, en fait. Parce que le trade de Damian Lillard, il est parfait si Middleton il se blesse pas. D'ailleurs, on oublie, mais Middleton, Lillard, Giannis ensemble, que des bons résultats en fait. Ils n'ont juste jamais pu jouer ensemble. Même avec un Middleton sur une jambe, toujours des bons net ratings dans les stats avancées, des bons bilans. C'est une équipe qui l'an dernier gagne beaucoup de matchs malgré l'absence de ces gars, d'une grande partie de ces gars. Eux trois ensemble, ça a bien marché. Mais juste, on n'a jamais pu le voir. La courbe, la chute de Middleton a tout changé en fait. Et ça, c'était peut-être prévisible, mais bon, nous, on n'est pas dans les insides de Milwaukee, tu vois. Et même sa blessure en 2022, parce que finalement, s'il n'est pas blessé durant ces playoffs-là, quand ils ont encore Jrue Holiday, etc., là, effectivement, il y a certainement un scénario qui leur permet de gagner, tu ne peux pas savoir, mais d'aller en finale, certainement, peut-être d'avoir une vraie chance, et peut-être ça change toute la trajectoire de ta franchise. Tu as raison au sujet de la blessure de Middleton. Alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Si on part du principe partons du principe qu'il va y avoir trade ou qu'il devrait y avoir trade, on est obligé de regarder un petit peu les scénarios. Je vais vous lancer, je pense, sur moi ce qui me semble être la piste la plus évidente.
à bien des égards, c'est celle des Houston Rockets. Et quelque part, alors Houston n'est pas encore éliminé de ses playoffs dans la série face aux Golden State Warriors, mais le fait que Houston soit aujourd'hui mené 3-1, quelque part, je me demande si ça simplifie pas la tâche aussi du côté de Houston, parce que je pense que ce que les Rockets ont fait en saison régulière, c'est impressionnant. Et ce qu'ils montrent en playoff, c'est suffisamment marquant pour que la franchise puisse se poser les bonnes questions dès maintenant et passer à l'action. Et pourquoi est-ce que je parle de Houston comme destination pour Giannis Antetokounmpo ? D'une part, parce que pour Giannis Antetokounmpo, ça lui permettrait d'arriver dans une équipe qui sera tout de suite ambitieuse, qui sera tout de suite intéressante. Et l'un des éléments que Houston a en main, et qui est très important, au-delà des différents joueurs qu'ils peuvent mettre dans le deal, on pourra revenir peut-être plus tard sur quel joueur devrait partir, etc., c'est les assets. Et il y en a un certain nombre qui sont hyper intéressants, ce sont les pics de Phoenix. Ceux de Phoenix, et même, j'avais oublié qu'ils avaient aussi le premier choix de draft 2029 des Mavs. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour Milwaukee, parce que si tu envoies ton joueur, si tu envoies Giannis à Houston, les Rockets vont être très forts. Donc tu sais que c'est pas les pics de Houston qui t'intéressent, c'est ce qu'ils ont à côté. Et là, les pics de Phoenix, et le pic de Dallas potentiellement, c'est hyper intéressant. Pour Phoenix, ils ont les pics 2025, 2027, 2029. Donc celui de cette année, c'est pas le plus intéressant. Mais 2027, 2029, c'est hyper intéressant. D'autant qu'en les récupérant, tu mets Phoenix dans une situation hyper compliquée. Parce que tous les trades qu'ils peuvent imaginer sont moins intéressants de toute façon pour Phoenix. Tu forces Phoenix derrière à essayer de jouer pour gagner. Et il n'y a aucune garantie que Phoenix puisse arriver vraiment à jouer pour gagner. Donc, je vous ai lancé sur Houston. Voilà, en gros, principalement, ce que j'ai en tête. J'aurai un autre élément sur Houston, mais je vous le dis peut-être après. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de ces destinations. Est-ce que c'est la première qui vous est venue en tête ou qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, mais j'ajouterais même dans ton idée qu'il y a les pics, et puis c'est une des équipes qui a le meilleur vivier de jeunes qui sont pas encore à maturité et qui ont une valeur. Je veux dire, même, on a beau critiquer Jalen Green, par exemple, il a quand même une valeur. On a vu qu'il faisait des choses en saison régulière. Il a une bonne valeur. Et autour, il y a plein de monde. Amen Thompson serait probablement le joueur qu'il demanderait en premier s'il faut récupérer quelqu'un. Même en théorie, Şengün, je veux dire, on parle de Giannis Antetokounmpo. Donc, Milwaukee est en droit de demander énormément de choses. Donc, un package fou au niveau des pics. Et puis, voire plusieurs jeunes très, très bons joueurs. Houston, ça a du sens. Et on évoquait déjà cette piste-là, par exemple, pour Kevin Durant. Pour moi, quoi qu'il arrive, à moins évidemment qu'ils aillent en finale NBA ou qu'ils soient champions, avant les playoffs, je disais que l'idée allait forcément germer parce que si tu es éliminé tout de suite, tu dis bon, on est très loin, il nous faut un joueur de standing. Bah, là, si c'est Giannis, c'est encore plus c'est encore mieux que Durant. Mais, et si tu passes pas très loin, tu te dis on a ce noyau qui est cool, mais il nous manque le joueur le winner. Et bon, ça fait que les packages sont différents dans un scénario ou dans l'autre. Mais Houston, on y pense forcément. Parmi ceux qui ont le plus d'atouts à proposer à Milwaukee, il y a cette équipe-là. Et pour Giannis, il faudra voir quels sont ses critères. Si c'est d'avoir une équipe compétitive pour jouer le titre, Houston, c'est pas trop mal. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal. Ouais, moi aussi, ça a du sens, Houston. C'est pas ce qui me plaît le plus, par contre. Je le reconnais, niveau fit et tout. Alors, il y a fit avec la franchise, avec le staff déjà en place, avec l'encadrement. Je pense que ça passerait bien. Il y a des choses avec Udoka, il y a des connexions au-delà des origines nigérianes. Coach d'origine nigérienne. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y aurait la grande question de faire jouer Şengün et Giannis ensemble, de ne pas avoir un arrière très fort. Ce n'est pas le premier truc qui me fait le plus fantasmer, mais je comprends tout à fait. Je pense que c'est une piste crédible. Je pense que c'est même une piste très crédible. Tu l'as dit, Shai, c'est une piste pour n'importe quel superstar cet été, en fait, que ce soit Kevin Durant, soit Devin Booker, de par les assets, de par le côté un peu inachevé si là ils sortent en playoff. Et les pics des Suns, évidemment. Les pics des Suns très, très, très forts à refourguer. J'ai plein de pistes, j'en ai quelques-unes d'autres équipes, mais Houston, je comprends que ça soit une des premières qui viennent en tête. En fait, j'ai l'impression que Houston est le grand vainqueur de ce début de semaine. Parce qu'en fait, moi, ça serait une hot take, mais je vais le dire comme ça. Je ne serais pas surpris, ou même, je pense qu'à la rentrée prochaine, il y aura... Non, je vais le dire comme ça, parce que je suis pas parieur. Vous voyez, je me déballonne tout de suite, je suis vraiment pas parieur. Mais je serais pas surpris que Devin Booker ou Giannis Antetokounmpo portent le maillot des Rockets à la rentrée prochaine. Parce qu'en fait, maintenant, Houston est en position de négocier à la fois avec Phoenix et à la fois avec les Bucks. Parce qu'en fait, tu as deux équipes
qui devraient vraiment être intéressés par leur choix de draft. Les Phoenix devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour récupérer leur propre choix de draft si c'est possible. Parce que pour Phoenix, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je vois pas de chemin rapide vers la reconstruction. Il faut qu'ils récupèrent leur choix de draft. Et là maintenant, si tu es Houston, j'ai l'impression que tu as limite le choix, en fait, le choix royal de dire est-ce qu'on préfère pour notre fit Devin Booker ou est-ce qu'on préfère Giannis Antetokounmpo, et tu peux vraiment mettre la pression sur les deux équipes en fait pour négocier au mieux. Moi, je pense que Houston est dans une situation idéale là, cet été par rapport à ça. Et encore une fois, je reviens, c'est vraiment. Mais tu as tout à fait raison, hein, Shai. Bien sûr qu'il y a des joueurs, il y a plein de joueurs qui a un potentiel intéressant à Houston, il y en a même trop. Je sais par exemple que tous les deux vous aimez beaucoup Jabari Smith. En fait, tu peux te dire ouais, mais est-ce qu'il a vraiment les minutes pour montrer tout ce qu'il a en stock? Tu peux dire la même chose de Tari Eason. Tu peux dire Rich Shepard. Finalement, il a l'air pas mal quand même ce rookie. Qu'est-ce qu'il peut donner? Il y a trop de joueurs dans l'effectif de Houston. Et du coup, au-delà de ces pics, il y a effectivement des joueurs qui peuvent et qui doivent intéresser, que ce soit Milwaukee, que ce soit Phoenix, qui me semble être les deux équipes vraiment avec lesquelles les Rockets devraient avoir intérêt à bosser cet été. J'ai l'impression que tout ça, c'est parfait pour Houston. Et finalement, quelque part, alors bien sûr, les Rockets aimeraient passer le premier tour, aimeraient battre les Warriors. Peut-être même qu'ils y parviendront. Pour l'instant, là, c'est pas parti pour, vu les statistiques, vu la difficulté de remonter dans une série quand on est mené 3-1. Mais quelque part, ça a permis de mettre en lumière les limites vraiment de cette équipe, qui est une belle équipe, qui est bien coachée, qui a une identité, mais qui en l'état, je pense, peut pas simplement compter sur le fait de se développer avec ce qu'ils ont. Ils sont pas OKC ces dernières années parce qu'ils n'ont pas un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander. Et quand tu fais venir Giannis, là tu te retrouves dans cette catégorie d'équipe. Je suis en train de me dire que ça ferait un autre intérieur nigérian d'origine nigériane. Ce sera pas facile de passer devant celui qui était avant lui dans le cœur des fans des Rockets. Mais je pense que les fans des Rockets signent tout de suite si on leur dit que Giannis arrive. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les Rockets ils peuvent faire le deal sans inclure Amen Thompson? Ça va être dur, hein. Ben, c'est là que j'en viens à l'aspect négociation entre deux équipes en fait. Si c'était clair qu'ils voulaient absolument uniquement Giannis Antetokounmpo, je pense que non. Mais si tu te dis bah oui, mais on peut leur dire que Phoenix ils sont prêts à nous envoyer Devin Booker sans qu'on ait besoin d'envoyer Amen Thompson en changeant. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont vraiment en situation en bonne situation les Rockets. Et en même temps, moi j'adore Amen Thompson, je trouve hyper intriguant. Et en même temps, si tu peux récupérer Giannis Antetokounmpo, vraiment les Bucks ils disent non, nous c'est comme ça ou pas autrement, tant pis. Ah, bien sûr. Non, j'ai pas dit le contraire. Hein. J'ai pas dit que les Rockets auraient dû s'accrocher. C'était une question que je me posais parce que Milwaukee il y a des packages qui matchent. Hein. Jalen Green, Amen Thompson, Rich Shepard et des pics. T'envoies quand même 3 jeunes. Shepard, tu peux penser, si t'es les Bucks, tu peux penser qu'il a quand même un vrai potentiel qu'on n'a pas vu. Amen Thompson aussi. Et t'as les pics des Suns. Et puis t'as Jalen Green qui va tenir aussi la baraque en attendant. Tu t'en sors. Enfin, vu l'état des Bucks aujourd'hui, tu t'en sors bien en fait. Tu vois, c'est bien sûr que tu vas avoir t'as plus la perspective de gagner un titre dans les 10 ans à venir. Faut faire attention avec une reconstruction si tu prends juste les pics des autres. C'est important quand tu es dans le cas des Bucks, tu peux pas être trop mauvais non plus parce que tu n'as pas tes propres pics et tu as des swaps sur tous les pics jusqu'en 2032, je crois. Jusqu'en 2032, tu maîtrises rien. Donc ça veut dire que là, entre maintenant et 2032, faut jamais que tu aies un des 5 premiers choix de la draft. Tu vois, donc faut jamais que tu sois l'une des 5 plus mauvaises équipes. Parce que tu peux miser sur le fait, mais les Suns seront pires que nous, mais t'en es pas certain. Tu vois, t'en es pas non plus certain, quoi. Tu vois, c'est un calcul un peu, au pire, on donnera notre 3e pick, mais on aura le premier des Suns. Tu vois, c'est pas une garantie absolue aujourd'hui, tu vois. Donc, tu sais pas ce qui va se passer dans le cas de Phoenix. Donc, c'est quand même mieux d'avoir la main sur tes propres trucs. Et si tu n'as pas tes propres trucs, tu peux être faible. Tu peux donner des 10e choix, des 11e choix, des 8e choix, même c'est pas la mort, mais tu peux pas être trop faible non plus. Tu disais que tu avais d'autres options, j'imagine que vous en avez tous les deux, mais on va pouvoir en discuter. Il y en a 29, 28. J'en ai pas mal. Je pense que j'en ai auxquels vous n'avez pas pensé, mais du coup, on commencera peut-être pas par celle-là. Je sais qu'il y en a, t'en as une autre qui te tient à cœur, Théo. Tu peux peut-être même nous amener sur celle-là. Ou Shai, toi, je crois que Shai, elle te tient aussi à cœur. Je suis curieux de savoir celle à laquelle tu penses pour Théo. Vas-y, Théo. Parce que moi, Théo, il en a parlé. La deuxième à laquelle j'ai pensé tout de suite en apprenant la blessure de Damian Lillard, c'est le Thunder. Parce qu'en fait, je pense que le Thunder, champion ou pas champion, on verra ce qui se passe.
pareil, ils ont suffisamment d'assets et de jeunes joueurs pour que ça vaille le coup d'aller chercher Giannis Antetokounmpo, quitte à sacrifier une de tes jeunes stars. Alors, à tout prendre, si tu as le choix, je pense que le Thunder aurait intérêt à garder Jalen Williams. Mais par contre, si tu dois lâcher, par exemple, Chet Holmgren et un autre joueur, bien sûr, hein, pour que ça matche au niveau des salaires, et ou plusieurs de leurs pics dans leur trésor de guerre, je pense que ça aurait beaucoup de sens pour le Thunder de tenter ça. Et là, à nouveau, on se retrouve dans une situation où ça a du sens pour Giannis Antetokounmpo, pour le Thunder et potentiellement pour les Bucks qui peuvent récupérer un jeune joueur très fort potentiel et des assets pour la suite. Ceux qui ont le plus beau, enfin, qui ont le package, je pense, théoriquement le plus sexy. En gros, pour moi, s'ils veulent vraiment le faire, quelle que soit l'issue de la saison, comme tu as dit, s'ils veulent vraiment le faire, ils le font en fait. Si dans la tête, ils s'étaient déjà dit, bon, le jour où Giannis il est dispo, si c'est le joueur que Sam Presti visait, on n'en sait rien, ils peuvent le faire. Et après, la question, est-ce que tu es forcé de sacrifier ou Jalen Williams ou Chet Holmgren, là ça va être épineux et ça va leur causer des maux de tête, mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. Donc pour moi, c'est le plus beau package. T'imagines à la place de Giannis, tu te dis, je pense qu'il ne serait pas contre arriver au KC. On dit, il y a une équipe qui est très bien construite, il y a un franchise player qui n'est pas le plus... a priori, comme ça, vu de l'extérieur, le plus relou avec lequel évoluer, qui serait tout à fait capable de jouer avec une star. Fit parfait, on est d'accord. Donc, pour moi, si OKC veut vraiment le faire, ils le feront. Est-ce que c'est ce qu'ils visent ? C'est une autre question. Mais ouais, moi, je l'avais mis dans le petit article que j'ai fait hier dans les 5 destinations. OKC, ça paraissait évident et c'est fou. Ça montre bien le travail de dingue de Presti sur des années. Le jour où il y a la plus grosse superstar, l'une des 3 plus grosses superstars de la NBA, qui est dans son prime, qui est libre, lui, il vise le titre et en même temps, il peut viser la superstar en question. Donc, c'est incroyable. C'est effectivement une des pistes les plus solides pour moi. Je sais, s'ils sont champions, je ne sais pas s'ils le font. J'ai jamais vu une équipe championne faire ça. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais... Non, et en même temps, on n'a jamais vu une équipe dans la situation dont parlait Shai, en étant aussi forte et en ayant autant d'assets qui arrivent derrière. Et en même temps, le truc pour OKC, c'est qu'ils savent déjà qu'ils ne pourront pas garder tout le monde malgré tout. Oui, mais ils pourront garder Williams et Holmgren. C'est ça qui compte, en fait. Parce que c'est ça, si tu remplaces l'un des deux par Giannis, est-ce que c'est... Parce que Holmgren, j'adore Chet Holmgren. Mais je ne prêterai pas le potentiel de Giannis, en fait. Mais moi non plus. Non, mais attends, moi non plus, bien sûr. Moi, je trouve sur le papier... Moi, je suis pas certain que le Thunder va gagner cette saison. Mais s'ils gagnent, c'est-à-dire ils sont déjà les plus forts et tu prends le risque de niquer ta dynamique en changeant un des... Parce que ces 3-là, ils vont les garder, en fait. Bien sûr que tu n'es pas sûr de garder tout le monde, mais tu t'en fous de perdre Aaron Wiggins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas lui que je pensais. Ouais, non, mais tu vas jamais perdre Holmgren, Williams ou Shea. Tu as toujours l'argent pour garder les 3, en fait. Ben, oui et non, parce que c'est tes propres free agents. Il y a 2 éléments. Oui, si tu dis on les garde, c'est sûr on les garde, ok, mais derrière tu sais que tu peux pas garder même tes Aaron Wiggins ou même des joueurs de complément de qualité, tu sais que tu pourras pas forcément les avoir autour non plus. Donc tu vas être aussi obligé de parier sur des jeunes ou etc. Et je dis pas que c'est un mauvais pari. Mais si tu peux remplacer tout de suite l'un de ces 3, enfin pas ces 3 joueurs, ça sera pas Shea. Okay, moi, je ne mettrais pas Jalen Williams. Mais si tu dis, on peut tout de suite anticiper et se dire, Chet Holmgren, on n'est pas certain du potentiel qu'il a, on peut le transformer tout de suite en Giannis qui est encore dans son prime. Moi, je vois pas où est le risque, en fait, pour OKC. Mais Giannis, il touche 58 millions. Tu ne pourras pas non plus conserver ces autres mecs-là, en fait, une fois que tu as Giannis. Tu remplaces. Non, mais tu as Giannis Antetokounmpo, c'est ça la différence. Oui, tu as Giannis. Oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je trouve bien sûr que le Thunder est plus fort avec Giannis. Et je suis d'accord avec toi, si j'étais le Thunder, en vrai, je garderais Jalen Williams. Pourquoi ? Simplement pour une question de fit, de me dire j'ai 2 manières de ballon en plus de Giannis et je suis impressionnant. Hartenstein part dans le deal quoi qu'il arrive parce qu'il faut que tu mettes des salaires, c'est celui qui a un salaire suffisant. Donc tu sépares tes 2 intérieurs, mais là pareil que toi, moi je suis d'accord en fait, tu perds Holmgren et Hartenstein, tu as Giannis, tu t'en fiches de perdre Holmgren et Hartenstein. Et sauf si Milwaukee est en train de te pousser en mode non, mais nous on veut pas Holmgren, on veut Jalen Williams. Moi, je suis d'accord avec toi, Shai. En fait, le Thunder est dans une position où s'ils veulent le faire, ils le font. En fait. Vous savez combien ils ont de pics jusqu'en 2031 ? Donc, c'est pas si... 14 ou un truc comme ça. Mais non, 33, Antoine. 33. Ouais, mais avec les seconds tours. Mais les seconds tours, c'est devenu une monnaie d'échange intéressante. Après, sur les premiers tours, il y en a moins, mais quand même. Enfin, c'est impressionnant le but de... Donc,
ils peuvent faire un package s'ils veulent avec il y a peut-être des restrictions, hein, je sais plus, mais ils vont en mettre 6. De toute façon, ils peuvent en mettre 6, ils peuvent en mettre 8. Il faut mettre 6 premiers tours. Je crois que c'est même Durant, il part. Si Michael Bridges il part pour 5, Giannis, il y en a 6 en plus des jeunes talents, quoi. Donc OK, s'ils veulent, ils peuvent. Après, moi, ça me ferait vraiment des maux de tête s'il faut choisir entre Jalen Williams et Chet Holmgren. Parce que je crois vraiment beaucoup dans le potentiel d'Holmgren qu'on a vu qu'en surface, à mon avis, il est capable de faire encore plus fort. Et bon, perdre Hartenstein, c'est dommage parce que c'est un super joueur, mais bon, et Milwaukee, tu récupères Hartenstein, t'es content quand même. Ouais, et puis derrière, de toute façon, Milwaukee, il le récupère pour le garder ou pour l'envoyer autre part. En fait, de toute façon, peu importe finalement. Toi, ils en sont pas au point de bâtir un roster Milwaukee. Mais je comprends ce que tu dis. Et moi, j'adore Chet Holmgren. C'est pas ça. C'est effectivement comme Antoine au niveau du fit. C'est à 2 créateurs Giannis. C'est ce que vous voulez, c'est ce qu'espérait avoir Milwaukee en fait, avec Damian Lillard, Chris Middleton et Giannis. Voilà. Donc, sauf que là, t'as 2 joueurs qui sont plus jeunes que tes stars. Que tes co-stars de l'époque, avec un potentiel athlétique, défensif autour qui est incroyable. Ouais, effectivement, cette piste-là va vraiment être intéressante à suivre. Sur ce que tu disais, Antoine, effectivement, s'ils gagnent, c'est plus compliqué d'un point de vue d'image. Effectivement, je sais pas si, tu vois, une équipe qui gagne l'a déjà fait, j'en suis pas sûr. Et en même temps, si tu es purement, pragmatique, c'est un deal qui continue d'avoir du sens que tu gagnes ou pas, en fait. Mais moi, le Thunder, en fait, Sam Presti, il va devoir avoir des balls, je me permets de le dire comme ça, s'ils perdent. Parce que s'ils perdent, il faut le faire, en fait. Parce que tu sais, si tu perds, tu peux te dire, oui, mais c'est normal, mon groupe est jeune, on va progresser. Et c'est une vérité. On va progresser, on va passer un cap, on va finir par le faire. Mais en fait, t'en sais rien. Et tu le disais très bien, Shai, dans le CQFR de ce matin, tu sais pas combien de temps les fenêtres, elles sont ouvertes. Ouais. Tu sais même pas à quel point le potentiel réel de certains joueurs. Tu sais pas si finalement, est-ce que c'est un joueur encore plus fort que Shai? Parce que moi, aujourd'hui, Giannis, je le trouve encore plus dominant que Shai. Mais Shai, c'est différent, c'est un contre. Shai fait des choses que Giannis ne peut pas faire. Mais par contre, je pense que Giannis, c'est ce qui rapproche le plus de Shaq. Et d'ailleurs, il y a plein de stats, je ne les ai pas toutes sous les yeux là, mais genre, ça fait 7 saisons de suite qu'il est dans le top 4 pour le MVP. Ça fait, tu vois, il a plus de saisons en 30-10-5 que Wilt Chamberlain, que Oscar Robertson. Il est le seul, il est à plus de 60% au tir. Shaq, il l'a fait une fois dans toute sa carrière, être à plus de 60% au tir. Vous vous rendez compte? On se rappelle de Shaq qui met que des dunks. Giannis, il prend des mid-range, il prend des 3 points. Il est à plus de 60% au tir. Shaq, il l'a fait qu'une fois et c'était quand il jouait avec Dwayne Wade. Il l'a jamais fait aux Lakers. La domination physique de Giannis, c'est du jamais vu. À part peut-être Wilt à son époque, c'est du jamais vu. Ou du Shaq sur le prime de Shaq. Donc on est sur un mec comme ça. Tu te dis, mais je le fais. En fait, je suis le Thunder. Ben ouais, je prends mon courage, pour pas dire un autre mot, à 2 mains et je me dis, attends, on n'a pas gagné là. Ben tu sais quoi, moi je vais vous montrer que même si j'ai l'équipe que tout le monde envie, l'équipe jeune, non, j'ai un autre move qui va. Parce que t'imagines. Si on reste sur t'envoies Holmgren, très sincèrement, je sais que c'est très bizarre ce que je vais faire, mais t'imagines une équipe en NBA qui est capable de battre une formation où le trio c'est Shai, Jalen et Giannis. Je te jure que là, dès aujourd'hui, je te dis tout de suite, l'équipe elle est championne. Je vois pas qui peut les battre. Vraiment. En plus, avec les quelques joueurs qu'ils ont autour, aujourd'hui, le Thunder a une rotation tellement longue. Tu sais que si tu envoies Holmgren, Hartenstein et plein de pics, tu vas même pas envoyer les Wiggins, les machins. Il va te rester plein de role-players, les Caruso, les Dort, ils seront encore là. Qui bat cette équipe? Qui? Franchement, je vois pas. Je te jure, je vois pas qui peut battre cette équipe. Sur le papier, c'est clair que c'est monstrueux. Et en fait, pour le coup, c'est pas les équipes où ils sont fantasmés, où tu te dis sur le papier, si ça clique, faut que tout se passe bien. Là, tu sais que ça ne peut... Enfin, je pense que ça ne peut que marcher, en fait. Ouais. J'en ai une autre juste pour très vite. Ok. Comme je sais que c'est la défense qui fait gagner des titres, aujourd'hui, tu préférais avoir Anthony Davis ou Giannis Antetokounmpo? J'ai failli le mettre dans la liste pour vous troller en mode si Nico Harrison c'est un génie, si vraiment c'est un génie, il arrive à convaincre les Bucks qu'il faut envoyer Anthony Davis. Parce que c'est un deal qui aurait pu être fait. Hein. Parce que on reprend la situation, imaginons là il y a Kyrie est blessé, mais tu préfères avoir Kyrie, Giannis Antetokounmpo et tout l'effectif des Mavs actuels pour jouer le titre ou cette même équipe avec Anthony Davis? C'est là où, encore une fois, le timing de Nico Harrison n'a aucun sens. Imaginons qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'il pense de Luka, tu vois. C'est ce que disait Zach Lowe. Zach Lowe, il dit
je trouve pas ça complètement fou l'idée de le trade. Enfin, il trouve ça fou, mais il peut comprendre qu'il y a un petit truc où tu comprends pourquoi tu trades Luka. Mais par contre, le deal en lui-même n'a aucun sens. Là, pareil. Donc, toi, tu sais déjà que tu chignes un peu sur Luka, qui d'ailleurs, sur la série contre Minnesota en ce moment même, montre parfois quelques limites, tu vois, lui aussi, même si on sait qu'il n'est pas dans la condition optimale, etc. T'attends un peu. Tu sais que le truc avec Giannis, ça fait 3 ans qu'on en parle. Ça fait 3 ans qu'Giannis, il y a cette menace. Pourquoi t'attends pas les playoffs, la fin des playoffs? Et si vraiment, là, tu reviens vers Milwaukee, parce qu'apparemment, il est allé vers Milwaukee, même s'il dit qu'il a fait qu'avec les Lakers. Là, tu reviens vers Milwaukee. Vous êtes sûr que vous voulez pas Luka Doncic? Dans quel monde ils disent non? C'est même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'ils préfèrent Holmgren que Luka Doncic. S'il devait se reconstruire tout de suite. Ah bah non, bien sûr que non. Je pense qu'ils prennent. Tu vois, non, mais Holmgren et les pics, pardon. Je suis même pas sûr que l'offre du Thunder devient la meilleure offre. L'offre des Mavs devient la meilleure offre. Et là, oui, tu peux arriver fanfaronnant en mode la défense fait gagner des titres. J'ai lâché Luka, mais regardez qui je ramène en ville. Je ramène Giannis Antetokounmpo. Même les Mavs, fans des Mavs, il y en a qui vont dire ouais, that's fair. Je comprends. Tu vois, s'il y a bien une demande de trade de Giannis, ou en tout cas un accord pour qu'il recherche d'une nouvelle franchise, je pense que là, les fans des Mavs vont voir ce qu'aurait pu ou dû se passer avec eux s'il n'y avait pas eu ce timing désastreux, c'est-à-dire un peu une mise aux enchères quelque part, et puis venez avec vos meilleures offres. Et pour Luka, il y en aurait eu des folles aussi. Ça aurait été similaire à ce qu'on va peut-être voir sur Giannis. Vous voulez voir les autres équipes que j'avais rapidement évoquées dedans? Yes. Vas-y, bien sûr. Alors c'est bon, tout est. Il y a les équipes, il y a des scénarios différents. C'est-à-dire qu'il y a celles qui ont tellement de place au niveau de la masse salariale qu'elles peuvent accueillir un mec comme Giannis et après essayer de lui vendre une super team ou d'autres stars qui arrivent après, type les Nets qui repartent de zéro, qui n'ont rien. Ils n'ont pas de contrepartie à offrir en termes de capital joueur. Il y a un peu de pic, mais il faudra vider les caisses. Et est-ce que Giannis, ça l'intéresserait? À un moment, il y a eu un moment où il se disait en tout cas qu'Giannis était intéressé plus ou moins par le marché new-yorkais, qu'il avait déjà des business là-bas, un peu comme ce qu'avait Kevin Durant au moment où il avait choisi les Nets. Donc ça, théoriquement, ça pourrait l'intéresser, mais les Nets, sportivement, je vois pas comment ils peuvent tout de suite monter une équipe. Ça peut être que des pics sur 10 ans et ils l'ont déjà fait par le passé, ça leur a pas franchement souri. Donc ça, je sais pas. Je les ai mis dedans parce que c'était dans les pistes évoquées. Moi, je pense que c'est du fantasme. Parce qu'ils ont beaucoup de... ils ont beaucoup d'assets, mais la question c'est ça. Tu vas gagner un titre avec qui? Avec Cam Johnson, c'est quoi pour Giannis? Franchement, tu vois, je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont bien plus intéressantes pour Giannis que les Nets, quoi. C'est pour ça que derrière j'avais mis San Antonio. Là pour le coup il y a déjà un asset majeur dans l'équipe avec lequel ça ferait une raquette assez marrante, Wembanyama Antetokounmpo, autant au niveau du Scrabble que de l'association potentielle. C'est quand même ce serait quand même fou sur le terrain. Et là faut voir si Milwaukee serait intéressé par ce qu'auraient à offrir les Spurs, qu'ils ont des jeunes joueurs, certes, là, les Vassell, Stephen Castle, Jeremy Sohan, il y a des pics. Est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que dans le package, ils ont le joueur sur lequel ils peuvent se dire c'est bon, on a quand même un mec assez jeune et assez fort pour reconstruire? Est-ce qu'ils croient dans Stephen Castle, par exemple? C'est une autre question. Les Spurs, par contre, je pense que s'ils ont la possibilité de le faire, ils liquident tous les assets qu'ils ont actuellement, tous les jeunes, Vassell, Castle, Sohan. Je pense que ça, si tu peux associer Giannis et Victor, ça se fait tous les jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour les Spurs. Je suis un peu plus partagé. Parce que je suis pas sûr que la fenêtre, ça soit vraiment la même, en fait. Qu'ils soient vraiment alignés sur la temporalité tous les deux. Alors, ça se trouve, ça fait accélérateur de particules et tu arrives à trouver comment étoffer autour et tu as une équipe qui cartonne. Mais j'en suis pas aussi convaincu. Et surtout, pour le coup, pour Milwaukee, je suis pas certain que les Spurs puissent proposer l'offre la plus aguichante. Moi, je vais aller exactement dans le sens que toi. Je trouve ça fait fantasmer. Et pareil, c'est comme pour Brooklyn. Brooklyn, c'est le fantasme des journalistes, c'est de ramener une superstar à New York. San Antonio, c'est un peu le fantasme des fans de se dire que Wembanyama va jouer avec une superstar comme Giannis. Mais quand Wembanyama va vraiment rentrer dans son prime, parce que oui, Wembanyama, il est déjà fort, mais on voit bien que les titres, quand même, une superstar, avant qu'elle soit vraiment prête à te mener une équipe au titre, il y a quand même quelques années qui se passent. Tu vois, même LeBron James, tous les LeBron James qu'il est, il lui a fallu quelques années avant de vraiment mener une équipe en finale. J'ai peur que le moment où Wembanyama soit complètement prêt, Giannis, en fait, il soit sur le déclin. Et je trouve pareil que c'est pas tout à fait aligné. Et
plus important encore, parce qu'à la limite, ça serait quand même très fort d'avoir Giannis et Wembanyama. Plus important encore, comme toi, Théo, je pense que Milwaukee, qu'est-ce que t'en as à en faire Tu peux même envoyer Sohan, Vassell et Castle. Je préfère Amen Thompson que les trois des Spurs, en fait. Je préfère avoir un mec où je me dis, ouais, peut-être que ça sera le visage de notre franchise, plutôt que d'avoir 3 gars qui seront peut-être forts, mais aucun des 3 va vraiment me sortir d'une espèce de marasme qui va s'installer après Giannis. Donc, je suis pareil, je suis pas méga convaincu par San Antonio parmi les pistes. Vous en avez d'autres comme ça en tête Moi, j'en avais plusieurs, tu en avais une autre. Et d'ailleurs, pour le fun, j'ai mis Orlando pour le fun, mais histoire de, si tu as une équipe qui shoot pas, tu fais vraiment, tu pousses le vis jusqu'au bout, tu mets que des non-shooters ensemble avec. Bon, Giannis, c'est pas un non-shooter à l'extrême, mais c'est quand même pas son impression. Mais ils ont un joueur à envoyer. Hein. Ils ont un joueur à envoyer, mine de rien, le Magic. Ils ont Wagner. Franz Wagner. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de joueurs plus forts que Wagner qui seront sur le marché. Hein. Après, je pense pas qu'Orlando gagnera le truc, mais Orlando au moins aurait une jeune star à envoyer, quoi. Oui, et puis ils ont d'autres jeunes joueurs sympas à mettre dans le deal. Anthony Black. Voilà, ils peuvent mettre du Isaac, des mecs comme ça. Puis t'as des pics aussi. Ils peuvent, s'ils veulent, hypothéquer un peu les prochaines années. Bon, là, c'était plus pour le fun parce que je pense vraiment pas. Ils se font pourrir parce qu'ils sont pas capables de mettre un shoot à 3 points. Si tu vires. Wagner qui est pas très adroit cette année, mais il est capable de mettre des shoots. C'est un des rares dans l'équipe. Je pense que là, je suis pas sûr que ce soit beaucoup. Enfin, ce sera plus compétitif. Giannis Banchero, c'est cool, mais il faudra recruter vraiment fort autour. Je pense pas non plus que ce soit la destination privilégiée. Et Giannis, est-ce qu'il aurait vraiment envie d'aller là-bas s'il a son mot à dire dans la transaction? Je suis pas certain. Parce que là, va falloir quand même bosser le spacing, hein, parce que. Il faudrait changer tous les effectifs. Ouais. T'en avais d'autres, tu disais, Antoine? Ouais, mais toi, d'abord, je sais que tu avais une wildcard que j'ai citée, mais qui n'est pas. Bon, tu avais parlé de Portland dans le message. Ah oui, pardon. Oui, c'est moi qui l'ai parlé, mais tu m'as dit que tu l'avais en wildcard. Je laisse toi sur Portland. Alors, je l'avais en wildcard, mais ça dépend vraiment de la loterie, en fait. C'était Portland si effectivement les Blazers récupéraient l'un des 2 premiers picks, en fait, de cette draft-ci. C'était vraiment, comment dire. C'était en fonction de là où tomberait Portland à la draft, en fait. Moi, j'y ai songé aussi à Portland. Mais déjà, si je suis Portland et que j'ai le premier choix, je pense que j'envoie pas Cooper Flagg. Parce que même en fait, je trouvais ça ironique. C'est pour ça que je l'avais amené comme ça dans le groupe chat. C'était Lillard qui reste à Milwaukee et Giannis qui part à Portland. Mais en fait, Giannis à Portland, il va se heurter au même problème que Lillard quand lui-même y était. C'est qu'en fait, s'il vient et que justement, imaginons c'est un des 2 premiers choix, donc c'est le premier ou le deuxième, peu importe. En fait, derrière, il va être épaulé par qui? Shedon Sharpe et Anthony Simons. Tu vois, tu gagnes pas un titre. Et encore plus à l'Ouest, t'es même pas dans le top 4, je pense, de l'Ouest. Tu vois, il serait un peu dans le même truc. Donc, j'ai un peu écarté Portland, moi. Mais je trouvais ça me faisait kiffer en tant que fan des Blazers. Tu vois, un de mes joueurs préférés dans ma franchise préférée. Mais bon, je pense pas que ça soit. Et si je suis Portland, honnêtement, Cooper Flagg, je n'en vois pas. Sinon, j'en avais un autre, mais qui est pas crédible en fait. Mais juste, je le dis quoi. C'est Zion pour Giannis. Ah bah si, il est très crédible. Moi je l'ai. Mais New Orleans pour moi est très crédible. Je vous explique pourquoi. Bah ça tombe bien. Tu me lances alors. Zion, oui, c'est pas Zion la pièce. Par contre, les Pelicans, ils possèdent les pics des Bucks. Et ça, c'est pour moi un truc très important. C'est que si tu es Milwaukee, on en parlait tout à l'heure, c'est très bien d'avoir les pics des Suns. Mais par contre, ça veut dire que tu peux pas complètement reconstruire. Tu peux pas tanker complètement parce que tu vas pas avoir tes propres pics. Par contre, les Pelicans, ils possèdent la plupart des futurs pics de Milwaukee. Et du coup, tu peux... En fait, en fonction de la loterie, pareil. Si les Pelicans n'ont pas le premier choix, mais le deuxième ou le troisième, je trouve que ça devient très crédible. Parce que, imaginons, si tu es les Bucks, tu peux te dire, OK, on va avoir Dylan Harper ou Ace Bailey. Donc, 2 gars présentés comme des futurs stars. On prend ce gars-là. Et si je suis les Pelicans, là, j'accepte de trader. Je me dis, c'est pas Cooper Flagg, je le fais. On prend Zion, c'est même pas la pièce maîtresse du deal, en fait. C'est plus Zion, il est là pour le salaire. Et qui sait, on récupère son contrat, c'est-à-dire qu'on récupère les modalités qu'il y a dans son contrat. Donc, si on veut le couper, on le coupe. S'il n'est pas là, Zion, on le coupe. On le coupe sans... Tu vois, ça fait partie des clauses. Il n'a pas joué assez de matchs, on peut le couper à tout moment. Mais on a donc Dylan Harper,
nos futurs pics. Donc, on va pouvoir reconstruire autour d'Harper qui devient la pièce centrale de notre projet. Mais bon, ça se trouve, on va être nul et on va pouvoir récupérer un autre mec. On peut demander Yves Missy, qui a été un rookie intéressant, et on peut demander Jordan Hawkins, qui a été un jeune joueur intéressant. Et là, moi, à la fois pour New Orleans, qui aurait une équipe avec Giannis, Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy, Herb Jones, j'aurais une équipe compétitive à l'ouest. Et pour Milwaukee, j'aurais une équipe qui peut se mettre à tanker. Donc moi, je trouve que cette piste, elle est crédible. Je vois pas Giannis être OK avec l'idée, moi. Après, il n'a pas besoin d'être OK. Hein. C'est pas lui qui contrôle. Hein. Là, c'est plus une question d'image pour les Bucks. Si tu veux pas, enfin, si jamais, imaginons que Giannis dise je veux pas aller à New Orleans, est-ce que Milwaukee aurait le courage de se dire c'était le joueur le plus important pour nous depuis le départ de Jabbar? Est-ce que malgré tout on n'écoute pas ce qu'il veut qu'on l'envoie à New Orleans? Mais Giannis c'est pas obligé d'être OK, il est sous contrat effectivement. Et il aimerait bien New Orleans. Et puis l'équipe, pour le coup, alors c'est une franchise qui est considérée comme ultra dysfonctionnelle, à la fois par nous de l'extérieur, à la fois apparemment par les joueurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, pour les pires franchises, ça ressortait aussi les Pelicans. JJ Redick aurait pu faire un podcast entier sur la manière dont on a été traité là-bas, qu'on lui a dit non, t'inquiète, tu vas repartir dans la conférence Est, on va te mettre bien, et puis ils l'ont envoyé à Dallas. C'était Griffin. Bon, là, il n'est plus là maintenant, David Griffin, donc peut-être que ça va changer aussi. Mais l'équipe est pas mauvaise derrière avec Giannis. T'as du talent, t'as du talent. Je pense pas que ça joue nécessairement le titre, mais il y aurait du talent. Je pense qu'il y aurait des problèmes de fit, il y aurait peut-être d'autres trades à faire, mais t'aurais du talent. Après, c'est pas ce qui me plaît le plus non plus, mais je pense que c'est une piste crédible. Mais je sais pas qu'ils avaient les pics de Milwaukee, parce qu'effectivement, quand j'ai dit c'est pas crédible, parce que je voyais pas pourquoi Milwaukee ferait venir Zion, si tu dois trader ton meilleur joueur, autant que tu aies des assets qui soient plus fiables en fait, que ce soit des futurs choix de draft, soit des joueurs que tu vas plus facilement pouvoir retrader dans la foulée si tu veux pas les garder. Et Zion, malgré tout le talent, malgré le niveau incroyable qu'il a dès qu'il est sur le terrain, il est tellement peu fiable malheureusement que c'est là où je me disais non, pour Milwaukee c'est pas forcément la meilleure option quoi. Mais je savais pas qu'ils avaient les pics de Milwaukee. Et puis c'est une équipe qui est placée pour avoir l'un des meilleurs choix de la draft là pour le coup. La loterie va influer. J'en ai d'autres. J'ai deux équipes fortes et une autre équipe qui est dans le même style que New Orleans. Je vous donne d'abord celle-là, c'est Atlanta, parce que Atlanta aussi a quelques pics des Bucks. En fait, il y a un truc New Orleans et Atlanta. Il y a une année, soit ils donnent à New Orleans, soit ils donnent à Atlanta. Atlanta peut envoyer par exemple c'est Terrence Mann, pardon, Treyman, c'est honnête. Terrence Mann, Zachary Rizaché, Onyeka Okongwu. Des pics qui appartiennent. Je crois qu'ils ont un pic des Bucks. Plus les leurs. C'est pas pareil. Je pense que c'est pas le package le plus intéressant pour Milwaukee, mais tu récupères potentiellement un de tes pics, des futurs pics. Rizaché qui était un premier choix de draft, Okongwu qui est un jeune intéressant. Et pour Atlanta, il te resterait Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Giannis. Du cap, George Niang. Tu as une équipe qui est. Tu pars avec 2 All-Stars, presque 3 si tu comptes Jalen Johnson. J'aime bien que tu mentionnes tonton George à la fin c'est bien. Après, voilà. Et du cap en plus pour recruter du monde. Je pense que pour Atlanta, c'est pas mal. Après, pour Milwaukee, je suis pas sûr que ce soit la meilleure offre. De toute façon, pour Milwaukee, je pense que c'est vraiment une question de package parce que t'as même pas intérêt à faire juste venir une autre star. Parce que de toute façon, tu vas avoir échangé ta superstar contre une autre star et tu seras quand même pas en capacité de pouvoir gagner. Donc, l'intérêt, c'est plutôt de pouvoir, soit je veux dire, récupérer un joueur comme, on va prendre Zion ou un autre et de faire de la monnaie. Tu l'as fait venir, après tu le retraites d'autre part pour récupérer d'autres assets. Soit d'avoir effectivement un package où tu as un joueur qui a une star potentielle, comme Chet Holmgren, et déjà suffisamment d'assets pour te dire, on a un jeune joueur qui va être populaire, qui va nous aider dans le sens où on va pouvoir faire des highlights, on va pouvoir le marketer comme étant le visage à venir de notre franchise. Et derrière, on a suffisamment d'assets pour préparer la suite parce que de toute façon, ça ne sera pas la saison prochaine. Là, tu pars quand même sur un processus, quoi. Ouais. J'en ai 2 autres. Je suis juste en train de checker juste les pics d'une des deux. La faisabilité. C'est plus compliqué. Les deux, ils sont tirés par les cheveux. Les deux sont tirés par les cheveux. C'est 2 équipes encore en course. Il y a Cleveland. Mais Cleveland, c'est pas simple. Parce qu'en fait, c'est comment t'articules. Il n'y a pas trop de pics à Cleveland, tu vois. Et du coup, Garland et Allen, si je suis les Bucks, je dis allez vous faire voir, tu vois. Par contre, est-ce que tu mets Mobley ou pas? Si t'es éliminé, si t'es les Cavs et que t'es pas allé au bout, ce qui paraît quand même aujourd'hui plus probable que le Thunder, t'es pas allé au bout.
tu te dis, OK, on n'a pas cette superstar. Est-ce que tu es prêt à changer Mobley pour Giannis? Je pense que les Bucks, ils en ont assez d'envoyer certains de leurs joueurs chez des concurrents directs de la conférence Est. Possible aussi, ouais. Non, mais je plaisante, parce que de toute façon, encore une fois, ils seront en reconstruction. C'est pas un trade où tu fais pour essayer de gagner tout de suite. Après, si tu as Mobley, si tu récupères Mobley, tu as tout de suite la pièce centrale de ta reconstruction. Mais quoi. c'est pareil. Ouais. J'ai l'impression, pour ce que tu évoquais tout à l'heure, Théo, est-ce que Milwaukee va choisir d'accéder un peu à une éventuelle requête de Giannis ou juste prendre le meilleur package? Je sais pas, j'ai l'impression, surtout avec Horst qui est encore GM et qui a des très bons rapports avec Giannis, ce qui n'était pas forcément le cas déjà de Lillard avec Cronin, c'est pas le GM qu'il a connu en arrivant. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de respecter à peu près le truc. Et du coup, j'arrive pas à me dire qu'il finira, par exemple, à Cleveland, où à mon avis, il voudra pas spécialement aller, ou à New Orleans. Donc j'ai du mal à l'envisager. Par contre, avec Mobley, ce sera dur, parce que c'est un mec qui est vraiment en train de progresser fort, qui est encore jeune. Mais après, ce sera Giannis à 31 ans. Il aura 31 ans, c'est ça, l'année prochaine? Ouais. Je rigole parce qu'il aime tellement pas Cleveland, chat. Il les met dans le même paquet que New Orleans. J'allais dire non, mais pour la ville. Pourquoi tu dis Cleveland? Oui, mais la ville, il vivait à Milwaukee. Bah ouais, grave. Ah, mais il a pas eu le choix. Ah, mais il a pas eu le choix, Milwaukee. Je sais pas, il a toujours dit que les petits marchés le gênaient pas. Je vois pas pourquoi Cleveland, si on parle juste en termes de franchise, ce serait pas attirant. La franchise est bien, ça travaille très bien et il y a de bonnes raisons d'y aller. Ça va compter, non? Ok, si c'est pas. S'il a le choix à Cleveland, tu fais un sondage dans la ligue, ça arrive dernier dans les villes dans lesquelles les mecs veulent aller. Hein. Mais Houston et OKC, c'est ça. Enfin, Houston, c'est nul en fait. C'est Houston, il y a la fiscalité, c'est une grosse ville texane. Les mecs, ils y vont sans problème, je pense. Et OKC. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt à Houston. Texas, si les gens sont pas hyper chauds, ils y vont rarement de leur plein gré quand même aussi. Enfin, c'est un paramètre. Après, moi, j'y accorde. Non, mais je t'embête, Chai, mais effectivement, je pense que je suis pas sûr que Cleveland le fasse si jamais il faut donner beaucoup plus que Mobley, en fait. Je suis pas certain. Non, je pense pas par contre, je suis pas sûr qu'il faille donner beaucoup plus, mais c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de pics, les Cavs. Ça serait vraiment si Milwaukee visait le joueur plutôt que le package, et un peu comme vous, je pense que c'est plutôt... tu veux un package massif, pas juste un petit package avec un gros joueur dedans. Allez, j'en ai un dernier très tiré par les cheveux, mais il me plaît beaucoup. Mais c'est avec Minnesota. Mais en gros, c'est carrément, t'envoies Lillard et Giannis. Tu vois, et si t'es les Timberwolves, t'acceptes l'idée en disant, ouais, c'est pas grave, Lillard, et c'est trop risqué, je pense. C'est pour ça que je dis, il est tiré par les cheveux. Mais en échange, tu donnes Gobert, Dillingham, Randle qui opt-in et des pics. Et je crois qu'il faut peut-être rajouter un salaire. Mais en gros, tu perds Gobert pour Giannis. En fait, Giannis, il remplace Gobert et Randle. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que tous les jours, les Timberwolves, ils échangent Gobert et Randle contre Giannis. Ouais, mais les Bucks dans tout ça, c'est quoi l'intérêt pour les Bucks, il faut qu'il y ait des pics et Dillingham, c'est pas assez. J'avoue que je pense que c'est pas assez. Après, il faut que Gobert soit rééchangé, que Randle soit rééchangé. Ouais. Et le truc, je sais pas quel est le nombre de pics que possèdent les Timberwolves, c'est ça le problème. Ils ont peut-être pas des pics très intéressants. Et ils se débarrassent du salaire de Lillard. Et ils se débarrassent du salaire de Lillard, par contre, qui va devenir un des pires contrats de la ligue, en fait. Là, Lillard, il est aujourd'hui, c'est un des 2 ou 3 pires contrats de la ligue. Non, pardon, j'allais dire, leurs pics sont partis à Utah dans le trade pour Rudy Gobert. Pour Gobert. Ouais. Mais non, je vois, parce que j'ai entendu, je sais plus, j'entendais dans un podcast de Bill Simmons, j'ai oublié la destination, mais lui aussi, c'était l'idée de packager Giannis et Lillard en disant, on vous donne Giannis, mais par contre, vous prenez aussi le contrat de Lillard, et comme ça, nous, on fait table rase sur notre masse salariale, mais je sais plus quelle était la destination qu'il imaginait, même si c'était pas une des... Enfin... C'est Brooklyn, je crois. Je crois que lui avait dit... Ah oui, c'est ça, exact. C'était Brooklyn, exactement. Oui, exactement. Brooklyn qui, de toute façon, a de la marge... aura de la marge sous le cap, effectivement, c'était ça. Mais pareil, je voyais, c'était plus pour on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour Brooklyn, je vois pas l'intérêt, je vois difficilement l'intérêt pour Giannis d'aller à Brooklyn. Et d'autant plus qu'il y a autre chose. C'est ce que Kevin Durant, le projet Kevin Durant et Kyrie Irving, a dû apprendre à certains joueurs, c'est que c'est pas si simple de créer toute une infrastructure, en fait. T'es d'arriver dans une équipe où il y a rien et te dire, mon pote et moi, on va venir et on va changer les choses. C'est pas si simple, quoi. Et franchement, quand je vois... si je regarde Houston, si je regarde OKC, je me dis c'est déjà des franchises qui fonctionnent.
avec des coachs qui savent faire jouer une équipe, avec une hiérarchie qui est en place, avec des équipes, des franchises et des équipes fonctionnelles. Parce que des fois, c'est pas les deux vont pas forcément main dans la main. Des fois, t'as des équipes dysfonctionnelles, mais dans une franchise qui est quand même fonctionnelle et tu sais que tu vas pouvoir faire confiance. Je pense que voilà, OKC et Houston, c'est bien au-dessus. Moi, j'aime vraiment bien. Enfin, j'aime bien. Si, je trouve que finalement, les Nets sont plutôt bien, sont en passe de bien redémarrer, repartir. Mais je placerai pas. Là, si t'es Giannis, tu te dis que ta prochaine destination, c'est peut-être ta dernière destination avec laquelle tu auras vraiment une chance de pouvoir jouer le titre en étant un élément majeur, quoi. Sans parler des dernières saisons où tu vas peut-être essayer d'aller gratter un titre si tu as envie à droite ou à gauche. Donc, moi, je partirais pas dans une équipe où il faut tout construire toi-même, quoi. Ouais. Je pense que c'est du pur fantasme Brooklyn. Brooklyn va se reconstruire par la draft. C'est pour ça que les Nets aussi ont récupéré leur pick. Mais il y a beaucoup de fantasmes finalement. Est-ce il y a très peu d'équipes qui ne sont pas de l'ordre du fantasme et qui ont vraiment un shot finalement. Quand on évoque un peu les pistes qu'on avait, on est resté sur Houston, OKC, c'est un semi-fantasme. Je pense que je persiste, mais je pense que New Orleans, en fait, c'est pas la première équipe qui va être citée dans les médias parce que San Antonio, ça envoie plus de dire Giannis avec Victor, tu vois, des trucs comme ça. Mais si tu prends la logique des créations d'équipes et de ce qui se passe en NBA, des pics, etc., je pense qu'il y a des équipes qui ressortent plus haut que Brooklyn, par exemple. San Antonio a toujours un shot parce qu'il y a des pics et un package, tu vois. Houston, je pense que c'est crédible. Hein. Houston, c'est la plus crédible pour n'importe quel superstar aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, quoi. Il y a l'infrastructure, tu as suffisamment de talent pour pouvoir te permettre d'en envoyer autre part, c'est pour faire venir une vraie star. Et il y a ces pics de Phoenix, hein. C'est un truc de fou. Je trouve ça incroyable. J'en reviens pas quand même des destins des Mavs et des Suns. C'est deux équipes quand même qui ont fait les finales dans qui étaient en finale les 5 dernières années. 5 dernières années. C'est assez impressionnant. Comme les choses vont vite. Les choses vont vite en NBA. La loterie. Pardon, vas-y, Shay. Non, c'était sur un fini sur la. Vas-y, parce que j'allais dire la loterie va avoir un rôle pareil. Imagine Atlanta se retrouve avec le 3e pick, tu vois, ou avec le 2e pick, tu vois. T'es les Hawks. Les Bucks sont obligés au moins de réfléchir, tu vois, de se dire on a Zachary Rezachi, un premier choix de draft, un autre deuxième, un mec qui peut être drafté en 2, Onyeka Okongwu, d'autres picks, tu vois. Il y a forcément réflexion qui se fait, tu vois. Même Trae Young pour le coup. Si tu as un choix de draft très très haut pour les Hawks, tu peux vraiment te poser la question de savoir, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, je pense pas qu'ils soient obligés de trader Trae Young, je pense qu'il y a encore de la valeur à Atlanta, mais si tu as un des 3 premiers picks et que tu es sûr que le mec que tu cibles peut vraiment être fort, vu la jeunesse du reste de l'effectif, ça aurait du sens pour Atlanta de se dire non, tant pis, on va trader Trae Young et on va reconstruire avec toutes nos jeunes pièces, et parce qu'en plus on a déjà quand même une fanbase qui est intéressée par ce qu'on fait et on sera pas si mauvais en fait. Bon, on repassera pas par la case 0-0. Je repensais juste aux franchises dont certains des actionnaires se sont barrés récemment, notamment à Milwaukee, Marc Lasry qui a vendu 3,5 milliards. Il y a dû sentir que le vent et même du côté de Dallas, Cuban qui a vendu ses parts avant que ça parte en cacahuète. Il y a une espèce de synergie de ces choses-là qui est un peu curieuse. Hashtag complot. C'est vrai que pour Cuban, ça sent le délit d'initié de plus en plus. Il a discuté avec Dumont et un peu avec Harrison. Il s'est dit ouh là là, on va vite vendre. C'est ça. Bon, voilà, vous aviez d'autres pistes. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Honnêtement, moi, je serais très, très surpris que Giannis débute la saison prochaine sous le maillot de Milwaukee. Je continue, comme je le disais un petit peu en intro, à penser que c'est sans doute la meilleure solution pour Milwaukee comme pour Giannis, même si c'est triste, effectivement, quand tu as un joueur générationnel que tu as vu grandir et qui a été le visage de ta franchise pendant aussi longtemps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez, soit des pistes qu'on a évoquées, soit effectivement de la nécessité ou non pour les Bucks de trader Giannis dès cette saison. Les Bucks qui ne sont pas encore éliminés, vous pourrez suivre ça dans les prochains CQFR, voir ce qu'il en est. Peut-être que Doc Rivers joue aussi sa place prochainement. On n'a même pas parlé de son contrat jusqu'en 2047, mais ça va jouer aussi. J'allais y venir. L'avantage, si tu trades Giannis, c'est que tu n'es pas obligé de couper ton coach, en fait. Tu peux continuer à le payer pour coacher. Hein.
Parce que non, mais en toute honnêteté, moi, ce que j'ai trouvé absurde, c'est faire venir Doc Rivers en te disant c'est lui qui va nous emmener à la terre promise. Ça, je le capte pas. Par contre, si c'est ton coach, ça reste un très bon coach. Tu peux être un très bon coach sans être forcément le bonhomme pour la situation. Et voilà, si ton objectif, c'est pas de gagner un titre, quitte à payer un coach cher, autant qu'il travaille, hein, plutôt qu'il soit en train de bosser pour une autre franchise et que toi, tu sois obligé de payer un autre coach pendant ce temps-là. Donc voilà. Ouais. Et vas-y. Non, j'allais dire, ils ont prolongé aussi leur GM. En fait, c'est fou quand ils pensent. Tout ça, là, juste comme on parle de Doc Rivers, de la prolongation aussi du GM, alors que ton équipe est menée 3-1 au moment où il le prolonge, ou 2-1, je sais plus, que tu es dans une mauvaise posture, tu te dis, tout ça, c'est des trucs aussi qui vont peser sur Giannis dans sa tête. C'est vrai qu'on est parti du principe que c'est les Bucks qui font le trade sans même lui demander, mais si tu es Giannis, il y aura aussi cette vraie question à se poser. Est-ce que c'est pas le moment, en fait ? C'est ce qu'on disait en boucle la boucle, quoi. C'est peut-être le meilleur moment pour partir aussi. Ouais, c'est ça. C'est en concertation, quoi. Serrer la main, dire je pense que c'est mieux pour tout le monde. Un divorce dans la douceur. Bref, pour suivre les playoffs, vous avez vu, c'est tous les matins dans le CQFR. Sachez que ce week-end, vous retrouverez un Hoop Culture aussi. Vous retrouverez bien sûr ce à quoi il faut répondre comme d'habitude le samedi. Et on a pris la décision, donc le lundi, comme vous avez l'air d'avoir apprécié la formule, on fera à chaque fois pendant ces playoffs des gros débriefs où on reviendra sur tout ce qui s'est passé du vendredi au dimanche soir dans des CQFR XXL le lundi matin. Moi, je me régale, en tout cas, franchement, même si j'ai profité de la saison régulière, les playoffs, c'est quand même autre chose. Donc, profitez bien et on vous dit déjà à demain. Ciao. Ciao, à demain. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.